Donc, je vais commencer. N'hésitez pas s'il y a des questions en cours de route aussi, hein, sans attendre le moment de discussion à la fin, sur le thème qui était annoncé. Et je voudrais donc aujourd'hui, dans ce cours sur la philosophie à l'hôpital, ce cours donc, hein, qui fait partie d'un projet d'enseignement finalement en un sens large dans cette chaire, avec les différents types d'enseignements qui seront proposés. Je voudrais vous proposer aujourd'hui un parcours dans un traité d'éducation. Un parcours dans un des grands livres de philosophie, il y en a quelques autres, qui ont pris la forme d'un traité d'éducation. Et un livre dont on pourrait dire qu'il est d'une manière assez générale dans son ensemble, même si ça concerne surtout le passage que je vais étudier aujourd'hui, un livre de réflexion sur l'éducation qui passe par le soin et qui même est d'une certaine façon, on va le voir aujourd'hui, on peut le lire comme ça, c'est l'exercice que je vais essayer aujourd'hui, un livre d'éducation au soin et par le soin. Et même un livre qui attribue, dans peut-être très peu de moments, mais en tout cas dans plusieurs moments cruciaux, dont un qu'on va rencontrer aujourd'hui, un rôle très particulier à la médecine, et même dans une phrase au moins, peut-être une seule phrase, mais dont on va essayer de voir qu'elle est significative, un rôle singulier à l'hôpital. Et donc ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est une lecture, donc une réflexion sur la philosophie et le soin, à partir d'un parcours dans l'Émile de Jean-Jacques Rousseau, un livre que Rousseau a publié en 1762 et dont le titre complet est en effet Émile ou de l'éducation. Et vous étudiez d'une certaine façon la place du soin dans ce livre, qui est beaucoup plus centrale qu'on ne croit, et même la place de la médecine. Et dans la place de soin et de la médecine, on verra donc à un moment donné, très peu remarqué d'ailleurs en général, mais très important à mon avis, la rencontre fugitive comme ça en passant de la question de l'hôpital. Donc c'est un peu encore une fois, c'est le type d'approche que je propose dans ces séances. Et donc plus particulièrement, ce que nous allons étudier aujourd'hui, ce dans quoi je voudrais vous proposer un parcours, c'est un parcours dans la première partie du livre 4 de l'Émile, l'Émile de Rousseau. On dit l'Émile parce que c'est un livre qui s'appelle Émile ou de l'éducation. Hein. Émile, c'est le nom du personnage que Rousseau invente. Hein. L'élève imaginaire qu'il se donne, comme il dit. J'ai pris le parti de me donner un élève imaginaire, dit-il, pour réfléchir sur l'éducation. Et l'Émile est donc construit comme un roman d'éducation, un roman de formation, comme on a dit ensuite au XIXe siècle, l'époque romantique. D'ailleurs, c'est aussi un roman de formation qui suit la croissance d'Émile depuis sa naissance, dans le livre 1, jusqu'à son adolescence, la fin de son adolescence, à la fin du livre 5. Et le livre 4 joue un rôle très particulier dans cette éducation. Le livre 4, pour le dire tout de suite, hein, je résumerai ça dans un instant. Le livre 4 prend place à un moment critique, comme dit Rousseau, de l'éducation des enfants, hein, qui est le moment de la puberté. Moment que Rousseau a retardé le plus possible. Vous connaissez peut-être les principes de l'éducation selon Rousseau. J'en rappellerai quelques éléments. Mon but n'est pas de faire un cours sur l'éducation chez Rousseau, mais enfin, c'est marginalement, enfin en prime en quelque sorte, je vais être obligé quand même de faire un peu ça, puisque pour situer la question du soin, de la médecine et de l'hôpital dans ce texte, je vais devoir en rappeler le mouvement général et la réflexion générale sur l'éducation. Mais ça n'est pas sans importance pour notre objet précis dans ce cours. Donc ce que je voudrais faire, c'est évidemment d'abord une introduction générale, quelques remarques générales d'introduction sur le problème général du livre, au fond, de tous les 1000, de tout ce grand traité hein, qui fait 600 pages, que Rousseau publie en parallèle à la même année et au même moment qu'un tout petit livre qui a eu une importance tout aussi grande, hein, évidemment, peut-être même encore plus grande que l'Émile, qui a eu beaucoup d'importance dans l'éducation et même le soin moderne et contemporain. Mais le petit livre qu'il publie en parallèle a eu encore plus d'importance, puisque c'est le contrat social. Hein.
Et donc Rousseau publie simultanément, en 1762, Émile ou de l'éducation d'un côté, le contrat social de l'autre. Je rappellerai pourquoi ça peut avoir son importance ici. Et c'est donc... je voudrais d'abord présenter quelques remarques. Le premier temps, ce sera quelques remarques introductives sur le projet général du livre, le projet général de l'Émile de Rousseau, ou de Rousseau dans l'Émile. Dans un deuxième temps, ce sera le moment le plus important, je voudrais suivre toute la première partie du livre 4 à travers la question du soin. Et on verra comment Rousseau rencontre cette question du soin et en plusieurs étapes. Et à un moment central, rencontre la question de l'hôpital et même du rôle de l'hôpital dans l'éducation. Pourquoi est-ce qu'à un moment, il faut que le jeune garçon, dont Rousseau se propose l'éducation, pourquoi est-ce qu'à un moment, il faut qu'il aille à l'hôpital, rencontrer ce que Rousseau appelle la misère humaine, la misère humaine qui, d'une certaine manière, est une partie centrale de son éducation, avec cependant des précautions, des limites, des réserves qu'il faut faire, un certain usage de la misère humaine et de l'expérience du soin et de la souffrance dans l'éducation, un certain usage donc aussi de l'hôpital, de la visite de l'hôpital. Alors l'hôpital au XVIIIe siècle n'a pas le même sens. Il y a encore le sens d'hospice, en un certain sens, ou d'institution de charité, mais néanmoins, il faut que le jeune garçon aille s'instruire au cœur de son projet d'éducation. Il y a une rencontre de la souffrance humaine. Une rencontre qui est tout à fait centrale dans le projet de l'éducation selon Rousseau. Je cite tout de suite une phrase, si vous voulez, sur ce point. Une phrase pas parmi les plus célèbres du livre, mais qui rejoint certaines des phrases les plus célèbres de ce livre. Dans le livre 4, déjà, si l'on veut, c'est la faiblesse de l'homme qui le rend sociable, dit Rousseau. C'est la faiblesse de l'homme qui le rend sociable. Ce sont nos misères communes qui portent nos cœurs à l'humanité. C'est la faiblesse de l'homme qui le rend sociable. Ce sont nos misères communes qui portent nos cœurs à l'humanité. Et encore une phrase très importante pour situer l'enjeu. Vous voyez qu'il est lié à notre propos général dans ce cadre, dans le cadre où nous sommes ici, à l'Hôtel-Dieu, qui a quand même été un lieu de souffrance et de soins, au cœur de Paris pendant des siècles. Une autre phrase dans le même passage, là on est page 259 dans mon édition, mais enfin peu importe, c'est dans le livre 4. Il y a plusieurs éditions, moi j'ai l'édition Garnier sous les yeux, mais il y a Garnier-Flammarion, il y a beaucoup d'éditions. Il suit de là, dit Rousseau, il suit de là, page 259, il suit de là que nous nous attachons à nos semblables, moins par le sentiment de leur plaisir que par celui de leur peine. Nous nous attachons à nos semblables, moins par le sentiment de leur plaisir que par celui de leur peine. Encore un tout petit peu plus loin. Si nos besoins communs nous unissent par intérêt, nos misères communes nous unissent par affection. Si nos besoins communs nous unissent par intérêt, nos misères communes, le terme de misère est un concept très précis que je définirai tout à l'heure avec Rousseau. Si nos besoins communs nous unissent par intérêt, nos misères communes nous unissent par affection. Alors pourquoi, tout de suite un petit mot sur cette phrase, qui est très belle, évidemment, comme le style de Rousseau, la grande rhétorique rousseauiste. On n'est pas loin d'ailleurs du style du contrat social ici, pour ceux qui connaissent bien Rousseau. Quel est l'enjeu central de cette phrase au XVIIIe siècle? L'enjeu central, c'est évidemment un débat. Je glisse ça comme une digression, je ne pense pas du tout y insister trop dans le cœur du propos, mais enfin c'est important quand même. C'est, si l'on veut, un débat avec l'économie. Au XVIIIe siècle, on cherche à refonder la philosophie politique, la société politique moderne, d'une certaine façon, sur la base de ce que Rousseau va appeler le contrat social. Et l'une des grandes théories de la sociabilité humaine, c'est une théorie de la sociabilité par les besoins, par l'intérêt.
les intérêts permettent de dépasser la guerre et finalement de nous faire vivre ensemble. Et l'économie est pensée comme un instrument de sociabilité, un instrument de paix. La paix va venir, pensait une grande partie des économistes du XVIIIe siècle, la paix va venir par l'économie, par les besoins communs. Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que finalement, pour mettre les hommes d'accord, il faut leur faire prendre conscience des besoins communs, et ça permet de dépasser la guerre. Il y a un grand livre d'un philosophe politique qui s'appelle comme ça les passions et les intérêts, qui étudie, et c'est encore présent, c'est présent chez Montesquieu, c'est présent chez beaucoup de philosophes du XVIIIe siècle. Dans ce livre sur les passions et les intérêts, il est montré que pour beaucoup de philosophes du XVIIIe siècle, le commerce était censé apporter la paix, parce que les intérêts communs, les gens se mettent d'accord autour de la rationalité économique. Et la rationalité économique permet d'unir les hommes. Vous voyez que dans cette phrase de Rousseau n'y croit pas. Rousseau pense que pour que les hommes soient unis, il faut plus que l'intérêt rationnel commun. Il faut aussi, finalement, une passion plus profonde, une affection plus profonde, comme il dit. Et cette affection, ce lien commun, on va le trouver autour de nos malheurs communs. Non pas autour de nos ressources communes et du partage des... Et pas seulement autour des besoins, mais autour des souffrances. Autour des souffrances. Et donc, d'une certaine façon, une des choses que nous allons trouver au cœur de ce texte, dans ce passage central qu'on va étudier, c'est cette question du lien social par les misères communes et par l'expérience de ces misères et le problème du soin, au fond, avec, à un moment donné, un passage par l'hôpital. Donc, je cite à nouveau cette phrase. « Si nos besoins communs nous unissent par intérêt, c'est déjà pas mal, d'une certaine façon, nos misères communes nous unissent par affection. » Et d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est aussi pour Rousseau un problème central, parce que le contrat social va être un contrat rationnel. On se lie socialement par intérêt, on se transfère les droits des individus au souverain, à l'intérêt général par intérêt commun, mais si on veut vraiment fonder une société où les hommes ont conscience d'être unis, d'avoir quelque chose qui les rattache les uns aux autres, de plus profond que l'intérêt économique, que l'intérêt bien compris, eh bien, il faut autre chose. Et il faut cette démarche éducative qui passe par la rencontre des passions, la rencontre profonde des sentiments humains. Et ce sentiment, on va le trouver dans le sentiment de la misère commune, et donc, d'une certaine façon, par l'éducation de la rencontre de la souffrance humaine, comme quelque chose de partagé, d'universel, et à un certain moment, par la rencontre, l'expérience de l'hôpital, qui, d'une certaine façon, donc, va être une étape de cette éducation affective qui va nous permettre de prendre conscience des liens humains dans ce qu'ils ont de plus profond. Selon Rousseau, le contrat économico-politique est nécessaire, essentiel, mais insuffisant. Donc vous voyez l'enjeu qui est encore évidemment très présent aujourd'hui. Aujourd'hui, si les questions du soin reviennent, si les questions de vulnérabilité reviennent au cœur du social, c'est évidemment parce que peut-être, d'une certaine manière, on reprend conscience de ce que Rousseau a décrit, c'est-à-dire du fait que on ne peut pas fonder une société uniquement sur des intérêts bien compris, mais sur des souffrances partagées et des manières d'y répondre. Simplement, justement, contrairement à ce qu'on pense parfois, le texte de Rousseau est plus complexe qu'il n'en a l'air, et il ne suffit pas de dire ça, au fond. Il ne suffit pas de dire ça. Tout le problème qu'on va traiter aujourd'hui, c'est qu'il ne suffit pas de dire « tous les hommes souffrent » pour créer une société humaine universelle. Ce serait trop magique, au fond, et la société humaine est plus compliquée que cela, et même le cœur humain est plus compliqué que cela. Et donc l'éducation rousseauiste aux soins, qui est une éducation politique, qui vise à faire prendre conscience à chaque être humain, avec la fiction d'un jeune homme, d'un élève qu'il s'agit d'éduquer, cette éducation ne va pas se contenter de dire, voilà, tu prends conscience des misères communes de l'humanité, et du coup, tu deviens humain toi-même. Vous voyez, avec ce sens de l'humain. Dans la première phrase que j'ai citée, ce double sens de l'homme, c'est la faiblesse de l'homme qui le rend sociable, ce sont nos misères communes qui portent nos cœurs à l'humanité.
Vous voyez, l'humanité souffre, et du coup ça inspire le sentiment de l'humanité. L'humanité au sens non pas seulement d'une espèce qui partage une condition, mais l'humanité au sens d'un sentiment qui relie chacun de ses membres à cette espèce. Sentiment d'humanité, et pas seulement, disons, le collectif particulier qu'est l'espèce humaine. Cet étrange sens très profond, très présent dans toute l'histoire de la philosophie, de double sens du mot humanité entre le fait concret de l'humain et le sentiment moral, ou même l'idée morale, l'idée politique aussi de l'humanité. Donc c'est un peu de cela qu'il va s'agir ici. Donc voilà un premier élément, mais justement, oui, donc j'étais en train d'annoncer le plan que je vais suivre. Hein. Donc je vais préciser un peu ce cadre général dans un premier temps. Dans un deuxième temps, le mouvement de cette première partie du livre 4, avec 3 étapes principales hein, qui vont être parcourues dans cette éducation aux soins. Et enfin, dans un troisième temps, j'en tirerai des conséquences, disons, contemporaines, hein, des conséquences pour aujourd'hui. Je ne ferai pas comme la dernière fois en convoquant un autre texte, hein, mais c'est-à-dire la dernière fois j'avais développé Platon par Karl Jaspers, mais néanmoins c'est quand même l'enjeu, et donc il ne s'agit pas pour moi de faire simplement un cours historique, une lecture d'un texte, d'un grand texte, aussi grand soit-il du passé, mais aussi d'en tirer des conséquences. Et vous voyez déjà l'enjeu est très contemporain, hein, puisque effectivement dire nous nous unissons pas seulement par nos besoins communs, mais par nos misères communes, c'est déjà, j'allais dire, tout un programme, hein, toute une philosophie politique. Alors, vous le trouveriez assez... Enfin, dans cette phrase, il y a au fond 2 programmes politiques opposés. Hein, ceux qui veulent nous unir par nos besoins communs et ceux qui veulent nous unir non seulement par nos besoins communs, mais aussi par nos misères communes. Et bon, on reviendra sur ce point dans un instant. J'ai envie de commenter déjà sur le mot misère, mais je garde ça pour tout à l'heure. Parce que vous pourriez dire, au fond, le besoin, c'est une souffrance. Hein, mais qu'est-ce qu'il y a de différent entre le besoin et la misère? Puisqu'on dit, si nos besoins communs nous unissent par intérêt, nos misères communes nous unissent par affection. Mais est-ce que le besoin, ce n'est pas déjà une misère? Mais je garde ça pour tout à l'heure, qui est un point très important et qui a un sens très précis chez Rousseau. Donc, ce qu'il faut comprendre, dans un premier temps, c'est que le projet de Rousseau, qui paraît très simple, est en réalité plus compliqué qu'il n'en a l'air, et même repose sur une certaine forme de contradiction. Sur une certaine forme de contradiction. Contradiction dont il commence par montrer au début du livre qu'elle est en un certain sens structurelle dans la nature humaine, en quelque sorte, et qu'elle est indépassable. Et cette contradiction est au cœur du projet de ce cours, à mon avis, et de cette réflexion et de la philosophie contemporaine, encore aujourd'hui, mais évidemment, le but de Rousseau, c'est même si elle montre qu'elle est indépassable, c'est quand même de la dépasser. C'est en tout cas d'essayer de la dépasser le plus possible. Peut-être qu'on ne peut pas la dépasser entièrement, mais qu'on peut la dépasser, mais qu'on doit au moins la comprendre et tenter de la dépasser le plus possible. Et l'intérêt de cette contradiction, elle est énoncée tout de suite au début du livre, dans le livre 1. Elle comprend aussi, elle explique aussi finalement la raison de la rupture de la dissociation des 2 projets, de l'Émile comme traité d'éducation et du contrat social comme livre de philosophie politique. Et elle éclate déjà dans le premier livre, où il est très peu question du soin. Il est question du soin, mais de façon allusive. Elle éclate déjà comme une contradiction apparente dans la manière dont Rousseau parle du soin. Quelle est la contradiction? La contradiction profonde qui est le point de départ de Rousseau. C'est une contradiction entre 2 principes qui sont également importants, à la fois politiquement et pour comprendre aussi la question du soin. C'est une contradiction, je dirais, entre le sentiment naturel et individuel, le sentiment naturel et individuel qui anime chaque homme,
comme sujet sensible, les sentiments les plus profonds même, ce que dans le texte qu'on a lu, Rousseau appelle une affection. Les misères communes nous unissent par nos affections. Les sentiments individuels et, je dirais, la raison sociale et politique. La raison sociale et politique. Cette contradiction est tout à fait générale dans la pensée de Rousseau, et en réalité, c'est elle qui est très difficile à résoudre. C'est-à-dire que d'un côté, nous sommes des individus attachés à nos souffrances et à nos intérêts. Là, pour le coup, souffrance et intérêt, c'est un peu le même problème. Nous sommes attachés à des souffrances et à des intérêts, en tout cas individuels, par des sentiments qui, pour nous, ont quelque chose d'absolu. Nous ne voulons pas mourir, tout simplement, on pourrait le dire comme ça. Et d'un autre côté, nous sommes ce que Rousseau, il a forgé l'expression, l'homme et le citoyen. Nous ne sommes pas seulement des hommes, nous sommes des citoyens. Et nous devons penser aussi en termes d'intérêt général, où nos sentiments et nos intérêts individuels doivent passer au second plan, doivent passer radicalement au second plan. Et Rousseau, bien loin d'être, comme on croit, un penseur, disons, de l'homme et du citoyen, comme si ça allait de soi, comme s'il avait légué cette expression pour notre Déclaration des droits de l'homme, qui est maintenant fait partie de la Constitution française. Donc il y a une filiation très, très importante, très profonde, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Rousseau, bien loin de penser le « et » de cette expression comme une évidence, Rousseau le pense comme une contradiction radicale, une contradiction absolument radicale. C'est-à-dire que nous sommes divisés, et l'homme moderne est aujourd'hui profondément divisé, d'un côté entre le sentiment naturel qui le pousse à se prendre lui-même en un sens comme le centre du monde, et il ne peut pas en être autrement. Nous voulons avant tout nous défendre contre la mort. Nous avons un sentiment que Rousseau va appeler l'amour de nous-mêmes, l'amour de soi, qui nous pousse à ne pas mourir et à nous protéger, même si le monde doit s'écrouler. Et d'un autre côté, nous avons aussi une raison qui nous fait prendre conscience de la priorité absolue de l'appartenance, sinon à l'humanité en général, du moins à la société, à l'intérêt général comme étant également prioritaire. Et pour développer cette contradiction, Rousseau, au tout début de l'Émile, de façon très profonde, dit, voilà, le citoyen, c'est celui qui met la cité avant sa propre vie. Et dans la cité grecque, dit Rousseau, pour l'exemple des Spartiates, dans la cité grecque, l'homme était citoyen avant d'être homme. Le propre du politique, disait-il aussi, dans ce passage très célèbre, très important, que je vais rapporter à la question du soin, c'est de dénaturer l'âme humaine. C'est-à-dire que le citoyen est un homme dénaturé. C'est un homme qui peut préférer mourir pour sauver la patrie plutôt que sauver sa vie en négligeant l'intérêt commun. L'exemple très célèbre que prend Rousseau au début du livre, lisez ces premières pages qui sont très, très profondes, c'est l'exemple de la Spartiate, la citoyenne de Sparte, qui voit le messager rentrer de la bataille. Je vais peut-être vous citer carrément ce passage qui est tout à fait important. Qui voit le messager rentrer de la bataille, qui lui demande des nouvelles, et qui réagit d'une certaine façon que je pense qu'il vaut mieux vous citer pour que vous voyez toute la force du texte de Rousseau. Une femme de Sparte, écrit Rousseau, une femme de Sparte avait 5 fils à l'armée et attendait des nouvelles de la bataille. Un ilote, c'est-à-dire un esclave, un serviteur à Sparte, un ilote arrive, elle lui en demande en tremblant. « Vos 5 fils ont été tués, dit-il. Vil esclave, t'ai-je demandé cela? Nous avons gagné la victoire. La mère court au temple et rend grâce aux dieux. Voilà la citoyenne, écrit Rousseau. Voilà la citoyenne. » Que veut dire Rousseau? C'est que la citoyenne, c'est une femme qui préfère la victoire de sa cité à la mort de ses fils, et qui, apprenant la mort de ses fils, mais aussi la victoire de la cité, se réjouit de ce résultat. Et Rousseau conclut, « Celui qui, dans l'ordre civil, veut conserver la primauté des sentiments de la nature, ne sait ce qu'il veut. » Et le citoyen antique,
dont Rousseau a remis le modèle à l'ordre du jour et qui a été très important pour la Révolution française. Le citoyen antique, donc, c'est celui qui est comme la mère de Sparte, hein, comme cette mère spartiate. Bon, elle est censée se moquer complètement du fait que ses 5 fils soient morts. L'important pour elle, c'est que la cité est gagnée. Donc, Rousseau voit dans cette tension entre deux principes moraux en nous, hein, un principe naturel de sentiment et un principe politique de raison, un principe rationnel d'intérêt général, il voit une contradiction fondamentale. Une contradiction fondamentale que, d'après lui, les Grecs avaient résolue dans le sens de la cité, et certains révolutionnaires français, s'inspirant de Rousseau, voudront être comme les citoyens grecs, indifférents à leurs intérêts naturels. Ça conduit aussi à une théorie très forte de l'intérêt général contre l'intérêt individuel. On doit sacrifier son intérêt individuel à l'intérêt général. Tout ça est au cœur d'un certain républicanisme français et contemporain. Bon. Mais Rousseau dit aussi, nous ne pouvons plus être des Grecs. Nous ne pouvons plus être des Grecs. Et nous devons tenter de rejoindre l'intérêt général sans sacrifier les sentiments naturels, sans sacrifier le sentiment individuel, sans sacrifier notre nature qui nous porte à prendre soin de nos corps, de nos vies et de celles de nos proches. Et tout le problème politique consiste à concilier, au fond, le sentiment naturel, l'intérêt individuel et l'intérêt général. Nous ne pouvons plus être des Spartiates. Nous ne pouvons plus être des Spartiates, mais nous devons quand même être rationnels et politiques, et vous verrez que c'est très très important pour l'hôpital et pour le soin, parce que le problème, c'est que le soin de l'humanité est parfois contradictoire avec le soin individuel. Pour sauver tout le monde, parfois on doit sacrifier quelques-uns. Et donc on ne peut pas complètement se désintéresser du problème politique. Vous devez parfois dire, je vais sacrifier telle ou telle vie, et peut-être parfois la mienne, pour l'intérêt général. Et donc il faut quand même résoudre ce problème fondamental, et le rapport entre soins et politique est au cœur de ce sujet. Et il faut le résoudre sans demi-mesure. Je vous cite pour le plaisir aussi la suite, hein, par opposition aux Spartiates, c'est le mépris de Rousseau pour l'homme moderne et l'homme de son temps, d'une certaine façon. Hein. Celui qui, dans l'ordre civil, veut conserver la primauté des sentiments de la nature ne sait ce qu'il veut. Et il ajoute, hein, toujours en contradiction avec lui-même, toujours flottant entre ses penchants et ses devoirs, il ne sera jamais ni homme ni citoyen. Il ne sera jamais ni homme ni citoyen. Il ne sera bon ni pour lui ni pour les autres, parce qu'il hésitera tout le temps entre les deux, hein, comme beaucoup d'entre nous, de toute façon. Et Rousseau ajoute, ce sera un de ces hommes de nos jours, un Français, un Anglais, un bourgeois, ce ne sera rien. Donc, il y a pour Rousseau, il faut trancher. Nous sommes tiraillés, et au fond, on ne choisit pas. On trouve tout bien. On trouve bien l'intérêt général et l'intérêt individuel, le soin des uns des autres et le soin de tout le monde, et on refuse de trancher. Or, pour Rousseau, il faut trancher. Et tout le projet du livre, on va rencontrer cette contradiction au cœur du problème du soin. Tout le projet de Rousseau, ça va être de nous montrer comment on peut et on doit éduquer un être humain pour le faire passer de l'intérieur de ses sentiments individuels, de l'intérieur de son intérêt à lui, du soin de lui-même en quelque sorte, jusqu'à l'intérêt général, c'est-à-dire jusqu'au soin du genre humain, comme dit Rousseau, à l'attachement pour le genre humain. Et tout le mouvement que nous allons suivre dans le livre 4, c'est un mouvement qui consiste à faire passer Émile, ce jeune homme qu'il s'agit d'éduquer, faire passer Émile de l'attachement pour lui-même, de la préservation de lui-même, qui est le premier soin de l'humanité, au fond, le soin que chacun doit avoir de soi, hein, le faire passer de l'intérieur au soin de tous, avec la contradiction que ça peut recéler, la violence que cela peut recéler. Puisque, au fond, pour Rousseau, et c'est l'un des problèmes classiques de toute philosophie du soin, hein, on ne passe pas du soin des uns et des autres au soin de tout le monde de manière absolument continue et directe. À un certain moment, il y a une contradiction, et cette contradiction, je pense que nous
nous la connaissons encore aujourd'hui. Et précisément, ce n'est pas du tout mon objet de faire un cours sur Rousseau, hein, qui est pourtant un des plus grands auteurs qui soit. Ce n'est pas seulement un grand écrivain, hein, c'est un philosophe très, très rigoureux. C'est aussi en raison de cette contradiction, et c'est le dernier mot que j'en dirais, que Rousseau dit, voilà, dans l'Émile, je vais vous montrer comment on arrive aux politiques depuis la nature, en passant par le soin, et dans le contrat social, je vous donne d'emblée les principes du contrat social. Mais donc les deux livres sont séparés, hein, et il y a un livre qui se situe d'emblée du côté de la raison, c'est le contrat social, et l'autre du côté du sentiment, c'est l'Émile. Comment le sentiment rejoint la raison, c'est à la fois le but et la contradiction que doit résoudre Rousseau, et ici le livre 4 est fondamental. On peut dire tout de suite pourquoi le livre 4 est fondamental, mais je voudrais encore faire une remarque avant, toujours dans l'introduction, sur un indice de cette contradiction dans le livre 1 et sur le soin. Mais parce que c'est des textes aussi très connus et qu'il faut rappeler, puisque je propose ces rappels historiques dans ce cours. Pourquoi est-ce que le livre 4 est important? Pourquoi est-ce que la puberté est importante? La puberté est importante, selon Rousseau, c'est une crise majeure de tout développement de l'enfant. C'est un des rares philosophes qui a écrit sur cet événement pourtant majeur dans la vie humaine. En général, c'est dans les angles morts de la philosophie. Ce sont des dimensions essentielles de la vie humaine, mais dont très peu de philosophes ont parlé. Mais pour Rousseau, pourquoi c'est important? Parce que en 1762, donc Rousseau est déjà connu, il a déjà écrit il y a une dizaine d'années avant son texte sur l'état de nature, hein, comme vous savez, pour le second discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, etc. Et au fond, avec cette rupture de l'état de nature et du contrat social, bon, et on reproche beaucoup à Rousseau d'avoir conçu à l'état de nature l'homme comme complètement individuel et complètement isolé. Ce qui est vrai. Bon. Et il pourrait s'en tenir là et donc du coup dire l'homme est isolé, on va lui inculquer le rapport à autrui uniquement par la raison, lui apprendre. On vit quand même en société, on n'est plus dans l'état de nature. Bon. Mais il y a en fait dans l'Émile, à un moment donné, un point où on s'aperçoit que il y a une dimension naturelle par où l'homme ne peut pas se concevoir comme seul, comme purement individuel. Et cette dimension, c'est la puberté. C'est l'émergence de la sexualité dans le corps, au fond, dans le corps de l'enfant, qui marque, au fond, une sociabilité naturelle, un lien social qui surgit dans le corps individuel lui-même. On pourrait concevoir l'homme comme purement individuel, n'était la puberté, n'était la sexualité. Alors, dans le second discours, Rousseau avait réglé cette question de la sexualité en disant qu'à l'état de nature, les hommes sont tellement isolés dans un paradis terrestre où ils ont tellement peu de besoins qu'ils se rencontrent sans nouer de liens entre eux, ils se reproduisent, mais ils ne nouent pas de liens sociaux à travers l'amour. Mais dans l'Émile, Rousseau, c'était dans la fiction de l'état de nature, dans l'Émile, la sexualité, la puberté est le moment où on va pouvoir, à partir du sentiment, pour nouer le lien social. Le but de Rousseau, ça va être de s'appuyer sur le désir amoureux, s'appuyer sur les passions amoureuses pour y injecter le lien social, en quelque sorte. Se greffer sur la dimension qui, dans notre corps et dans notre psychisme, au fond, est d'emblée sociale à cause de la sexualité et de l'amour, et en profiter pour nouer un lien social profond. Donc il y a tout cet enjeu dans le livre 4 qui fait que on va s'appuyer sur l'amour et sur le soin aussi, sur le sentiment des misères communes, comme on va le voir, pour créer le lien social. Mais donc le propos de l'Émile tout entier, c'est ce propos éducatif, c'est-à-dire faire comprendre au sujet humain, depuis ses sentiments naturels, qu'il a besoin des autres. Tout converge, au fond, que ce soit l'amour, la pitié, comme on va voir, le sentiment de la souffrance. Il s'agit de faire comprendre à chacun d'entre nous, sans le dénaturer, sans en faire un pur sujet rationnel, sans abandonner nos sentiments,
sans contredire nos sentiments. Faire comprendre que nous avons besoin d'autrui et que nous sommes reliés les uns aux autres par nos sentiments et pas seulement par la raison contre nos sentiments. Nous n'avons pas plus besoin d'être des Spartiates. Nous n'avons plus besoin de sacrifices, même si on ne pourra pas éviter les sacrifices. On ne pourra pas éviter les sacrifices parce que, précisément, quand la raison, au nom de l'intérêt général, nous dit l'amour de l'humanité n'est pas compatible avec l'amour de chaque homme, hein, eh bien, c'est la grande contradiction humaine. Finalement, c'est ça le cœur du propos. C'est-à-dire, à un certain moment donné, à un moment donné, si vous voulez prendre soin de toute l'humanité ou de toute une société, il se peut, c'est l'un des problèmes tragiques de la condition humaine, c'est ce que, en tout cas, c'est au cœur de l'Émile, hein, il se peut en effet que vous ne pouviez pas prendre soin également de chaque homme. C'est les lignes de questions qu'il va falloir résoudre dans ce texte et que, évidemment, chaque société rencontre d'une manière différente, mais d'une manière qu'il faut traiter. Et la solution de Rousseau, d'ailleurs, n'est peut-être pas la nôtre, parce qu'il a beau ne pas vouloir être spartiate, en réalité, il est quand même très dur, Rousseau, contrairement à ce qu'on croit. Il est très humain comme individu, et comme dans le sentiment naturel, mais quand il arrive aux politiques, j'allais dire, il ne fait plus de sentiments. Et en un certain sens, c'est presque sa définition de la politique. Vous voyez, le politique, c'est un moment où on ne fait plus de sentiments, parce que c'est la raison qui doit nous régir. Et le sentiment, contrairement à ce qu'on dit souvent, le sentiment nous conduit à la politique, mais à une politique où peut-être on ne peut plus faire de sentiments. Avec cette étrange contradiction entre le sentiment et la raison dans la politique. Avec tout un tas de débats historiques pour savoir si Rousseau, par cette thèse, a pu être aussi à l'origine d'une certaine forme de régime politique, et notamment de la Révolution dans ses aspects les plus durs. Hein. Hannah Arendt, dans son traité sur la Révolution, accuse Rousseau même de fonder la terreur en politique, mais là aussi, en fait, elle l'accuse de fonder la terreur en politique au nom du sentiment, d'ailleurs. Donc, c'est pas tout à fait le propos de Rousseau, mais bon, il y a tout un tas de controverses sur c'est quand même un penseur qui a marqué son siècle très profondément. Mais encore une fois, moi, je ne vais surtout pas défendre la position même de Rousseau, mais l'intérêt, c'est de comprendre que le problème qu'il pose est pas si simple, est encore le nôtre, d'une certaine façon. C'est-à-dire, si vous êtes un malade individuel, vous voulez que tous les moyens soient mis pour vous. Si vous êtes en charge du ministère de la Santé publique, vous avez une autre approche. Et donc finalement, cette question, et nous sommes tous un peu hommes et citoyens, en tant qu'hommes, nous voulons que tous les moyens soient mis à notre service individuel. En tant que citoyens, nous sommes capables de comprendre les impératifs de la santé publique. Et donc, cette question de l'homme et du citoyen, elle divise chacun d'entre nous. Nous sommes tous un peu clivés. Et nous savons très bien, nous avons appris, au fond, en partie par des éducateurs comme les disciples de Rousseau, que sont tous les instituteurs français depuis la Révolution française, hein, nous avons appris que l'intérêt général pouvait faire partie de l'intérêt particulier, même s'il s'oppose à lui en apparence. Donc là, on est au cœur quand même de débats extrêmement profonds et qui ne se termineront pas de sitôt. Donc, voilà le point. Et alors donc, dernière remarque avant d'arriver au livre 4 lui-même. Dans le livre 1 déjà, il y a un aspect qui surprend souvent les commentateurs, pas assez souvent, mais qui quand même, disons, devrait surprendre les commentateurs, qui est une contradiction apparente de Rousseau quant aux soins du nourrisson lui-même. Quant aux soins du nourrisson. Rousseau est très célèbre, comme vous le savez, pour sa théorie selon laquelle il faut le premier soin donné à l'enfant, c'est un soin qui doit être fait de la façon la plus naturelle possible. Et en particulier, Rousseau est célèbre pour le fait d'avoir demandé aux mères d'allaiter elles-mêmes leurs enfants, de ne plus confier leurs enfants à des nourrices, de laisser aussi le corps de l'enfant se développer librement. Bref, tout ce que Rousseau appelait l'éducation naturelle. Et je vous citerai tout à l'heure dans le livre 4, parce que dans le livre 4, il fait retour sur cette question du lien premier entre la mère et l'enfant. Hein. Il y a des pages très très importantes, évidemment. Rousseau s'en prend aussi, on le sait bien, à ses lectrices, qui étaient des femmes de la haute société du XVIIIe siècle, hein, en leur disant, mais
vous confiez vos enfants à des nourrices, hein, vous êtes des mères dénaturées. Et donc, au fond, Rousseau est célèbre pour avoir remis une sorte de soin parental au cœur de l'éducation. Et il faut absolument remettre l'enfant dans le lien naturel, dans le soin naturel. Et ici, vous voyez, on est tout à fait à l'opposé de Sparte. Hein. Mais justement, la femme moderne, c'est une femme tout à fait contradictoire. Elle ne veut pas donner son enfant à l'armée, mais elle le donne à une nourrice. Hein. Donc, elle n'est ni totalement femme, ni totalement citoyenne. On est dans la contradiction, puisque, bon, vous voyez, la logique de Rousseau est extrêmement profonde. Et Rousseau donc, parle donc très profondément, très fortement hein, de cette question du soin maternel, et j'en dirai un mot tout à l'heure en citant le livre 4, mais déjà dans le livre 1, par exemple, je vous cite ce passage où il donne d'abord des arguments physiques en disant le lait maternel est irremplaçable, donc il se mêle de cette question, il a une influence énorme, hein, c'est lui qui a remis au centre ces questions-là. Bon, mais il ajoute, c'est pas seulement un problème physique. Hein. Et il a anticipé d'une certaine manière les théories contemporaines de l'attachement et même d'une certaine façon une partie de la psychanalyse sur ce point. Je cite, la question doit-elle s'envisager seulement par le côté physique, demande-t-il. Et l'enfant a-t-il moins besoin des soins d'une mère, hein, donc sur la question du soin, ce sont des textes très importants, que de sa mamelle. D'autres femmes, des bêtes même, vous verrez que dans un autre texte, il cite la louve qui a éduqué, enfin qui a nourri Rémus et Romulus. Hein. Il y a un attachement maternel vis-à-vis de cette louve. Hein. Donc des bêtes même. D'autres femmes, des bêtes même, pourront lui donner le lait qu'elle lui refuse, mais la sollicitude maternelle ne se supplée point. La sollicitude maternelle ne se supplée point. Celle qui nourrit l'enfant d'une autre au lieu du sien est une mauvaise mère. Comment sera-t-elle une bonne nourrice, etc. Bref, il y a tous ces passages très, très connus. Rousseau refonde précisément la famille sur les liens naturels et donc abandonne justement cet idéal de la cité grecque où l'enfant est le fils de la cité avant d'être le fils de ses parents. Dans la République de Platon, qui est le modèle de Rousseau, vous savez que ce qu'on reproche beaucoup à la République de Platon, c'est d'avoir considéré que dans la cité parfaite, il fallait mettre les enfants en commun, justement pour arracher l'enfant aux attachements particuliers, pour que les enfants soient avant tout des citoyens, pour qu'ils aient de l'attachement pour la cité et non pas pour chacun pour soi, en quelque sorte. On met les enfants en commun. Et Rousseau renonce à cet idéal. On sait aussi que c'est la raison qu'il avait donnée, vraie ou fausse, beaucoup ont dit que c'était hypocrite, pour confier ses propres enfants à l'assistance publique. Lui-même, comme vous le savez, le débat, c'est qu'il a écrit l'Émile alors qu'il avait confié ses enfants à l'assistance publique. Enfin, ce n'était pas de l'assistance publique, mais... Donc il savait de quoi il parlait, en quelque sorte. Et donc, bon, le point auquel je voulais venir, ce n'est pas ce point-là, c'est au fond le point suivant, c'est que Rousseau est connu pour cette sollicitude, si vous voulez, sollicitude qui est déjà présente dans le texte, hein, qui est un terme très présent aujourd'hui dans les éthiques de la compassion, de la sollicitude. C'est un terme assez rare finalement au XVIIIe siècle, mais très présent aujourd'hui dans toutes les philosophies du soin. Et pourtant, Rousseau, dans ce même livre 1, est aussi extrêmement dur. Il est dur à l'égard de la médecine. Il ne faut pas faire venir les docteurs, il faut se livrer aux soins naturels. Et si l'enfant doit mourir, eh bien, c'est qu'il devait mourir. Et il est aussi très dur dans le choix de son élève. Il y a des phrases presque insupportables aujourd'hui. Donc cet homme qui a défendu une sorte de pitié naturelle, je vais revenir sur la question de la pitié tout à l'heure, de sollicitude maternelle, est aussi
dans une contradiction apparente, extrêmement dure, vis-à-vis du soin en général et de la pitié, on pourrait dire, vis-à-vis des malades. Je vous cite aussi ce passage où on est à quelques lignes seulement, enfin quelques petites pages seulement du passage que j'ai cité auparavant. Ce traité fait d'avance, dit Rousseau, hein, où il se donne un élève imaginaire. Hein. Ce traité fait d'avance suppose un accouchement heureux, un enfant bien formé, vigoureux et sain. Et il ajoute un peu plus loin, je ne me chargerai pas d'un enfant maladif et cacochime, dût-il vivre 80 ans. Je ne veux point d'un élève toujours inutile à lui-même et aux autres, qui s'occupe uniquement à se conserver et dont le corps nuise à l'éducation de l'âme. Que ferais-je en lui prodiguant vainement mes soins, sinon doubler la perte de la société et lui ôter 2 hommes pour 1 ? Qu'un autre, à mon défaut, se charge de cet infirme, j'y consens et j'approuve sa charité. Mais mon talent à moi n'est pas celui-là. Je ne sais point apprendre à vivre à qui ne songe qu'à s'empêcher de mourir. Extrêmement dur. Et de même pour le médecin. Le médecin, la médecine ne sert à rien, c'est une page très connue. Hein. La médecine est à la mode parmi nous, elle doit l'être, c'est l'amusement des gens oisifs et désœuvrés. Et je vous cite la fin de ce passage qui est très connu aussi, toujours sur cette question de la mort d'ailleurs. Voulez-vous trouver des hommes d'un vrai courage ? Cherchez-les dans les lieux où il n'y a point de médecine, où l'on ignore les conséquences des maladies et où l'on ne songe guère à la mort. Naturellement, l'homme sait souffrir constamment, c'est-à-dire fermement, hein, et meurt en paix. Ce sont les médecins avec leurs ordonnances, les philosophes avec leurs préceptes, les prêtres avec leurs exhortations, qui l'avilissent de cœur et lui font désapprendre à mourir. Désapprendre à mourir. Une expression extrêmement forte. C'est que la tâche de la philosophie, en principe, c'est de nous apprendre à mourir. La tâche de la médecine aussi. Voilà, il dit, la médecine et la philosophie qui ne fait que penser à la mort, bien loin de nous apprendre à mourir, nous désapprend à mourir. Donc Rousseau est dans une contradiction radicale. D'un côté, on doit être dans les sentiments naturels, vous voyez, et d'un autre côté, on doit être dans une dureté aussi, qu'il réfère en partie à la nature, parce que vous voyez, il dit la nature, elle, pas de sentiments en un certain sens. Hein. La nature, et naturellement, l'homme, à l'état de nature, l'homme n'a pas peur de la mort. Hein, je vous relis cette phrase qui est très importante. Naturellement, l'homme sait souffrir. Naturellement, l'homme sait souffrir constamment et meurt en paix. L'homme sait souffrir constamment et meurt en paix. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, dans la dénaturation de l'homme, il y a la dénaturation du rapport à la mort. La peur de la mort est un effet de la société, un effet de nos soins. Et à l'état de nature, l'homme prend la mort comme elle vient, en quelque sorte. Il sait souffrir. Naturellement, l'homme sait souffrir et meurt en paix. Étrange texte. Alors, d'emblée, vous voyez que Rousseau nous met devant une contradiction. Et le but du livre 4, enfin, de la lecture qu'on va faire, c'est maintenant de comprendre que cette contradiction, qui peut beaucoup choquer, hein, qui doit nous choquer, il y a une sorte, elle est maintenant intolérable pour nous, cette contradiction de Rousseau. Elle est totalement intolérable parce que, précisément, nous voulons concilier, étendre l'amour naturel aussi à toutes les vulnérabilités, non seulement à l'enfant qui a besoin de nous quand il est petit, mais au malade, à l'infirme, justement, cet infirme que Rousseau, lui, laisse mourir, si vous voulez. Donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce type, hein, qui est au cœur des contradictions du XVIIIe et encore du XXe siècle, et même du XXIe, mais en même temps, il faudrait savoir quand même. Or, avec ce que j'ai dit dans l'introduction et avec ce qu'on va voir maintenant dans le livre 4, on a déjà des éléments pour comprendre. Dans le passage que j'ai cité, l'élément clé, c'est quand il dit si je m'occupe d'un infirme, j'enlève 2 hommes à la société. Il y a déjà l'infirme qui va coûter à la société, et puis il y a le soignant de l'infirme, qui va plus être dans la production sociale, mais qui va être consacré à l'infirme. Alors ça nous paraît inadmissible, et c'est inadmissible. Encore une fois, mais dans la critique de Rousseau que je vous ferai à la fin, c'est évidemment pour critiquer ce point. Mais quel est le point de vue où se place Rousseau ?
voyez bien qu'il est passé du point de vue du sentiment au point de vue de la raison, au point de vue de la société dans son ensemble. Et il est redevenu spartiate, d'une certaine façon. Il nous dit, là, on ne peut pas ne pas être spartiate. C'est-à-dire, si vous voulez prendre soin de la totalité sociale, eh bien, vous devez faire ce genre de choix. Et donc, il nous remet devant la radicalité de la contradiction. La radicalité de la contradiction. Et en même temps, cette contradiction dans ce texte est extrêmement grave. Et on peut dire, au fond, ce texte a servi à tout et au contraire de tout. Et avec cette puissance de style aussi, qui a fait que d'un côté, il a remis les sentiments naturels au cœur de liens parentaux, et d'un autre côté, il a pu justifier des politiques on ne sait pas de Rousseau que se sont inspirés les politiques les pires, hein, c'est sur ces points-là, mais enfin quand même, on ne peut pas dire qu'il est si on s'en tient à ces textes-là, qu'il soit en faveur d'une santé publique qui prenne soin, qui fonde justement de la société sur les misères communes. Alors justement, vous voyez, comment se fait-il que ce même Rousseau qui va nous dire, là, dans la phrase que j'ai citée tout à l'heure, c'est le sentiment de nos misères communes qui doit nous unir, et d'un autre côté, il dit, les infirmes, c'est un poids pour la société, un double poids, parce que ils pèsent, et en plus, ils enlèvent d'autres gens à la société. Donc là, il y a cette contradiction qui a le mérite d'être, c'est toujours le cas chez Rousseau, hein, qui a le mérite d'être très radicalement exprimée. Dans laquelle on est encore d'une certaine façon. C'est-à-dire vous trouverez toujours des gens dans nos sociétés pour dire qu'il faut aimer la famille et en même temps il faut critiquer l'assistance. C'est très présent aujourd'hui dans certains discours politiques. On nous dit qu'il faut aimez-vous les uns les autres, mais en même temps l'assistance, ça crée l'assistanat, c'est horrible. Et il y a des gens qui sont capables vraiment de dire les deux choses en même temps. Et on n'est pas si loin de cette contradiction du social et de l'affectif dans nos sociétés. Et en un certain sens, je pense que sans défendre des positions comme celle de Rousseau, on est quand même forcément, on est tous plus ou moins contradictoires sur cette question. Il faut trouver l'équilibre entre ces exigences contradictoires. Donc, voilà un petit peu la toile de fond. Comme je veux laisser du temps pour la discussion, je vais maintenant venir au livre 4. Je vais résumer les 3 étapes qui sont très, très importantes de cette éducation du sentiment individuel pour parvenir à la raison politique, en fait, à la raison politique. Cette éducation du sentiment qui va occuper la première partie du livre 4. Rousseau va repartir de la puberté. Tout à coup, l'enfant voit apparaître dans son corps même le besoin d'autrui. Une description saisissante de la transformation du corps du jeune garçon. Tout à coup, il change de voix, son corps se développe. Enfin, c'est un autre homme, dit Rousseau, c'est une seconde naissance. C'est la seule grande description que vous trouverez dans l'histoire de la philosophie de la puberté. Sa physionomie se développe et s'empreint d'un caractère. Le coton rare et doux qui croît au bas de ses joues brunit et prend de la consistance. Sa voix mue, ou plutôt il la perd. Il n'est ni enfant ni homme et ne peut prendre le ton d'aucun des deux. Ses yeux, ses organes de l'âme, qui n'ont rien dit jusqu'ici, trouvent un langage et de l'expression, etc. Donc, d'un coup, apparition de l'adolescent, du jeune homme. Bon. Le but de Rousseau, ça va donc être de montrer comment on doit s'appuyer sur les sentiments naturels pour faire naître ce qu'on pourrait appeler les sentiments politiques. Là encore, ça ne va pas être si simple qu'on pourrait croire. Juste un point pour dire ce qui suivra, c'est-à-dire qu'à la fin du texte, on sera arrivé à une sorte de rationalité politique, et à ce moment-là, Rousseau va faire un saut dans la métaphysique sur le sentiment de l'intérêt général de l'univers tout entier, si on peut dire. Et ça, c'est l'objet d'un texte très célèbre qu'il insère au milieu du livre 4 et qui s'intitule « La profession de foi du vicaire savoyard ». Donc tout à coup, pour la première partie, il emmène Émile jusqu'à la raison, et puis après, par une sorte
on passe dans le métaphysique et le religieux, et c'est ce texte tout à fait différent dans son ton, hein, qui est très important historiquement, qui est la profession de foi du vicaire savoyard, où Rousseau invente un personnage qui est un vicaire, un curé savoyard, et qui expose sa métaphysique, dont évidemment je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui. C'est juste pour dire ce qui va suivre. On est conduit à la raison, et la raison, ça nous conduit à la métaphysique. Bon. Et d'une certaine façon, ça fait partie aussi du progrès de l'éducation d'Émile. Donc il y a 3 étapes. Et à chaque étape intervient le soin d'une façon tout à fait frappante, à partir du négatif, finalement. À partir du négatif. Dans la première étape, enfin à partir en tout cas, oui, de l'expérience du soin. La première étape, qui est un rappel avant tout, mais qui est un rappel qui prend du temps, c'est justement, disons, ce qu'on pourrait appeler la genèse vraiment naturelle du sentiment moral, hein, du sentiment qui relie les hommes les uns aux autres et qui fait des uns les objets des actions de l'autre. Pour le meilleur, en principe, c'est la notion d'amour, hein, l'amour de soi et l'amour d'autrui, mais aussi peut-être pour le pire. Donc il va y avoir un danger. C'est que pour Rousseau, la genèse des sentiments moraux, elle comporte toujours une ambivalence. Dès que vous entrez dans l'amour, vous entrez aussi dans la haine. On va voir ça dans un instant. Il est impossible d'avoir seulement l'un des deux. Et c'est ce qui fait de ce texte un des plus profonds aussi de l'histoire de la philosophie. Alors, ça va être le cas pour l'amour sexuel, on pourrait dire, qui commence avec la puberté, qui nous oblige à nous rattacher à autrui, mais qui, selon Rousseau, dans la société, nous amène à... est l'origine de la concurrence entre les hommes, de ce que Rousseau va appeler l'amour-propre, c'est-à-dire notre sexualité va nous amener à désirer autrui, donc ça crée un lien, un besoin d'autrui, mais en même temps, pour satisfaire ce besoin d'autrui, vous entrez en concurrence avec autrui. Et Rousseau explique toujours que l'un des effets pervers de l'amour porte le nom d'amour-propre, que pour aimer, on doit non seulement désirer autrui, mais se faire aimer d'autrui, se faire préférer par autrui par rapport aux autres. Et donc, il va y avoir une sorte d'effet pervers de l'amour, qui est la genèse de l'amour-propre. Qui est la genèse de l'amour-propre. Tout le problème moral de Rousseau, c'est de penser un amour qui ne dégénère pas en amour-propre, qui ne dégénère pas en haine d'autrui. L'origine de la haine, c'est l'amour, paradoxalement. C'est à cause de l'amour que nous nous haïssons. Une genèse très profonde de la haine par l'amour qui est pas loin de certaines théories contemporaines, hein, de la jalousie ou de l'imitation. Même d'une certaine manière, je ne sais pas s'il l'a commenté ici ou là, mais il y a certains textes de René Girard qui pourraient tout à fait reprendre racine dans cette genèse triangulaire de l'amour-propre. Hein. Je pense qu'il en a forcément parlé ici ou là, mais pour Rousseau, tant qu'on est dans l'amour d'un individu pour un autre, il n'y a pas de haine. Dès qu'il y a le tiers, c'est la haine, puisque vous êtes dans la rivalité. Et l'amour-propre, ça n'est pas l'amour de quelqu'un, c'est l'amour de quelqu'un par opposition à l'autre, par exclusion d'autrui. On n'aime pas quelque chose pour lui-même, mais parce que l'autre ne l'a pas. Et ça, c'est évidemment la définition même de l'amour-propre chez Rousseau. D'ailleurs, le mot propre est aussi pour lui au cœur de la question de la propriété. Pour Rousseau, la propriété, ce qui définit la propriété socialement. Notre intérêt pour la propriété, notre désir de propriété, ce n'est pas le désir de la chose, c'est le désir de l'exclusion d'autrui de cette chose. Ce qui est plus important dans une propriété, c'est les murs qui l'entourent. C'est qu'elle soit privée, c'est que les autres ne puissent pas y entrer. C'est ça qui définit la propriété. Et donc, l'amour-propre a vraiment cette dimension de la propriété au sens de l'exclusion d'autrui et pas seulement au sens de la définition du moi. Donc il y a cette philosophie très profonde de l'amour-propre qui nourrit ce texte. Mais dans ce premier temps, ce qui est très important, c'est
quand même, donc il y a cette genèse du rapport à autrui, et ça passe par le soin. Et Rousseau, pour montrer que ça passe par le soin, y compris dans le soin amoureux, revient à l'attachement maternel. Et ça, c'est la page dont j'avais annoncé que je la citerai, qui est très importante, cette genèse du social, on pourrait dire, dans le vital, hein, dans la puberté, mais aussi Rousseau remonte, pour le rappeler, il l'avait déjà dit au livre 1, hein, j'ai cité des petits bouts, il y en aurait eu d'autres, mais le passage le plus important, c'est le passage où Rousseau revient à l'allaitement, d'une certaine façon, à la naissance, à tout ce qu'aujourd'hui on appelle l'attachement. D'ailleurs, le mot attachement apparaît dans le texte, et à la genèse des liens qui se produisent dans ces premiers soins. On appellerait aujourd'hui, avec les psychanalystes, les soins primaires. Et donc pour Rousseau, dans ces soins physiques, se logent déjà des attachements moraux. Je vous cite ce passage qui est un des plus importants sur cette question, je pense même de l'histoire de la philosophie, en tout cas en tout cas de ce livre. Il faut donc que nous nous aimions pour nous conserver, dit Rousseau, il faut que nous nous aimions plus que toute chose. Et par une suite immédiate du même sentiment, nous aimons ce qui nous conserve. Et il continue. Tout enfant s'attache à sa nourrice. Romulus devait s'attacher à la louve qu'il avait allaitée. Vous voyez, donc même la bête. D'abord, cet attachement, je vais vous lire tout le paragraphe et le commenter ensuite. D'abord, cet attachement est purement machinal. Ce qui favorise le bien-être d'un individu l'attire, ce qui lui nuit le repousse. Ce qui transforme cet instinct en sentiment, l'attachement en amour, l'aversion en haine, c'est l'intention manifestée de nous nuire ou de nous être utile. Et je saute tout de suite à la fin. Je vais commenter ce texte. Ce qui nous sert, on le cherche, mais ce qui nous veut servir, on l'aime. Ce qui nous nuit, on le fuit, mais ce qui nous veut nuire, on le hait. Et un peu plus loin, un enfant est donc naturellement enclin à la bienveillance, parce qu'il voit que tout ce qui l'approche est porté à l'assister et qu'il prend de cette observation l'habitude d'un sentiment favorable à son espèce. Et puis ensuite arrive l'envers du décor, c'est-à-dire l'amour-propre. Quelle est l'idée de Rousseau? C'est que, et ça va être très important pour comprendre le concept de misère. J'avais annoncé que je définirais la misère humaine tout à l'heure. Le besoin crée un premier attachement. Le besoin crée un premier attachement. C'est-à-dire, je m'attache à ce qui satisfait le besoin. C'est ce que dit Rousseau. Ce qui nous sert, on le cherche. Ce qui nous nuit, on le fuit. Donc, comme tout être vivant, je cherche ce qui satisfait mon besoin. Comme tout être vivant, je m'écarte de ce qui menace ma vie et je me rapproche de ce qui sert ma vie, de ce qui secourt ma vie. Donc il y a une sorte d'enracinement dans le vivant, de deux mouvements de nature opposés. Je cherche ou je fuis, je suis attiré ou repoussé, selon que la chose me sert ou me dessert, selon que la chose est utile ou nuisible. Mais l'amour suppose une dimension supplémentaire, suppose la relation avec quelqu'un et non pas seulement avec quelque chose. Avec quelqu'un qui veut me servir ou qui veut me nuire. Cette intention manifestée. Et c'est ça qui crée non seulement l'attachement que Rousseau appelle machinal, instinctif, mais l'amour et la haine. C'est donc la dimension du mouvement intentionnel, de servir ou de nuire, qui n'est présent que entre les humains, selon Rousseau, ou en tout cas, qui n'est présent quand même que avec les humains. C'est-à-dire que Romulus s'attache à la louve, mais à proprement parler, il ne l'aime pas. Parce que la louve n'a pas manifesté l'intention particulière de l'allaiter lui, selon Rousseau, qui passe par les expressions et aussi par le langage, et simplement elle l'a fait. Ça a créé ce lien. Après, on pourrait revenir sur la conception de l'animal chez Rousseau, c'est pas le sujet. Je vous relis cette phrase très importante. Ce qui nous sert, on le cherche, mais ce qui nous veut servir, on l'aime. Ce qui nous sert, on le cherche, mais ce qui nous veut servir, on l'aime. Et il continue, ce qui nous nuit, on le fuit, mais ce qui nous veut nuire, on le hait. C'est-à-dire que l'amour et la haine ajoutent
plaisir et au déplaisir la dimension de l'intention morale. Et l'amour et la haine viennent donc d'une relation, non seulement d'un corps avec un autre corps, mais d'un sujet avec un autre sujet. Une dimension de conscience de la chose, une dimension réflexive. Et ce qui se produit avec déjà pour l'enfant va se produire encore plus avec la sexualité. La conscience devient de plus en plus grande du fait qu'on est entre des humains qui veulent s'aimer ou se haïr, qui veulent plutôt se servir les uns les autres ou se desservir les uns les autres. Et donc on est dans le régime de l'amour et de la haine, de la bienveillance ou de la malveillance. Bienveillance ou malveillance qui veulent dire vouloir du bien ou vouloir du mal. Hein? Donc l'amour et la haine, ce n'est pas seulement le plaisir et la douleur, c'est le plaisir et la douleur produits par la bienveillance ou la malveillance intentionnelle des autres, dont je prends une conscience réflexive. Et l'éducation morale de l'enfant consiste à prendre conscience progressivement de l'intention consciente des autres, de les aider ou de leur nuire. Donc c'est une dimension, ça se passe entre des consciences. C'est un débat de conscience à conscience, et pas seulement entre des corps. C'est l'éducation morale. Je dis ici qu'on peut tout de suite dire le concept de misère chez Rousseau. Le concept de misère ou de malheur, d'ailleurs, comme le concept de bonheur. La misère, Rousseau va la définir comme le mal dont nous sommes conscients. Ce n'est pas seulement la souffrance, c'est la conscience de la souffrance. C'est la conscience de la souffrance. Et c'est pourquoi, au fond, c'est là que ça se distingue du besoin. Vous vous souvenez de la phrase que j'ai citée, hein, le besoin commun nous attache par nos intérêts, ou je ne me souviens plus exactement, enfin, vous l'avez... On pourrait la retrouver. Hein. Nos besoins nous attachent par nos intérêts communs. Nos misères nous attachent par une affection commune. Eh bien, les besoins, justement, c'est censé être parfaitement objectif. L'économie veut nous attacher par des intérêts calculables, des intérêts économiques de nos corps. On peut calculer, c'est-à-dire la quantité de plaisir ou de peine. Les économistes du XXe siècle raisonnent en ce sens. C'est ce qu'on appelle l'utilitarisme. Hein, qui d'ailleurs est une éthique comme une autre, hein, tout à fait profonde en fait. Bon. Mais on nous dit, vous allez vous relier les uns aux autres par vos avantages objectifs. Et ce que Rousseau nous dit, c'est qu'il s'ajoute cette étrange dimension qui est la dimension réflexive, subjective, la dimension de la conscience. Et que ce qui nous relie, ça n'est jamais seulement des biens objectifs, on pourrait dire, hein, des quantités des biens qu'on nous fournit ou des maux qu'on nous inflige, c'est surtout des intentions et la conscience qu'il y a derrière. L'intention qu'il y a derrière et la conscience qui en est l'effet. L'intention qui en est la cause et la réflexion qui en est l'effet. Il y a une dimension de conscience aux deux bouts de la chaîne. Les êtres humains se relient par cette dimension de la conscience. Et c'est cela qu'on doit appeler l'amour et la haine. Bon. Donc là, il y a, au fond, une première genèse. Hein, et selon Rousseau, la sexualité est le moment où le jeune homme va prendre une sorte de deuxième conscience de ses attachements à autrui. Il va s'attacher non seulement par les satisfactions de ses besoins individuels, mais la satisfaction de son besoin sexuel et aussi de son besoin de reconnaissance par autrui. Et finalement, il y a à la fois ici une plus grande ressource et un plus grand danger. Quand le nourrisson, selon Rousseau, c'est ça qui fait qu'il n'avait pas lu Freud, hein, bon, mais ça ne peut pas lui reprocher. Mais s'il avait lu Freud, il aurait su que même l'enfant a déjà de la sexualité. Hein. Pour Rousseau, c'est très clair, la sexualité commence avec la puberté, et donc on peut distinguer les âges de la vie comme ça. Bon. Donc c'est plus compliqué depuis les essais sur la théorie sexuelle de Freud, hein, qui pense que l'enfant est un pervers polymorphe, hein, comme vous savez, donc il y a une dimension sexuelle déjà chez le petit enfant. Mais pour Rousseau, c'est très clair, l'enfant s'attache aux autres uniquement de façon matérielle, par des besoins physiques en fait. Donc il s'attache, même il aime, et il aime ce qui lui procure du plaisir à son corps. Enfin. Alors qu'avec la sexualité, il ne s'agit pas seulement de corps, il s'agit de conscience de soi, il s'agit de préférences sociales, il s'agit d'amour et de haine entre des individus, il y a une dimension nouvelle qui intervient.
Et cette dimension nouvelle, encore une fois, elle n'est pas seulement positive. Et donc toute la première étape va nous montrer qu'il y a de l'amour qui surgit entre les hommes, qu'on peut s'en saisir pour faire une éducation. Hein. Appuyez-vous sur les bons sentiments, hein, comme dit Rousseau. Appuyez-vous sur les sentiments d'amour. Ils sont naturels. Mais le problème, c'est qu'ils engendrent aussi de la haine. Ils engendrent inévitablement de la haine. Et dans nos sociétés, dit Rousseau, la haine va finir par l'emporter sur l'amour. Ça, c'est la critique rousseauiste de la société. Hein. La convoitise, la haine, toutes les passions repoussantes et cruelles, hein, qui rendent, pour ainsi dire, la sensibilité non seulement nulle, mais négative, et font le tourment de celui qui les éprouve. Et donc, au terme de ce premier moment, on a fait un progrès dans la genèse des sentiments moraux, mais on a aussi un problème, et ce problème, c'est comment lutter contre la haine. Et c'est là qu'intervient le deuxième moment. Le deuxième temps de ce passage, qui est central pour nous, hein, en fait, je fais qu'un long détour pour arriver là, d'une certaine façon. Hein. Ce deuxième moment, c'est le moment où, pour lutter contre la haine, pour retrouver les puissances du lien positif entre les hommes, contre le lien négatif, il faut passer par l'expérience de la souffrance. Et c'est là qu'apparaît le sentiment qui, pour Rousseau, est tout à fait premier chez tous les vivants, parce qu'à chaque fois, il essaye de retrouver une passion naturelle pour s'appuyer dessus, en quelque sorte, pour dire à l'éducateur, voilà, vous n'êtes pas perdu, vous avez une boussole, et cette passion était présente déjà dans le second discours, hein, dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Cette passion, c'est ce que Rousseau appelait la pitié. La pitié, pour Rousseau, c'est un sentiment que partagent tous les animaux, d'une certaine façon. Dans le second discours, il prenait l'exemple d'un cheval qui, s'il croise le corps d'un cheval mort ou souffrant, s'écarte naturellement, et pour lui, c'était l'exemple de la pitié naturelle. Eh bien, de même, pour renforcer encore le lien amoureux, il faut s'appuyer sur la pitié. La pitié, dit-il, donc là on est page 261, hein, la pitié, c'est-à-dire le premier sentiment relatif qui touche le cœur humain selon l'ordre de la nature. Le premier sentiment relatif qui touche le cœur humain selon l'ordre de la nature. Mais ce sentiment, il faut l'éduquer. Et pour l'éduquer, il faut lui donner conscience de la souffrance humaine. Parce que, d'une certaine façon, l'homme, qui normalement est compassionnel, enfin souffre avec autrui, peut aussi devenir impitoyable. Rousseau a évidemment des très belles pages. Rousseau est un grand penseur de l'ambivalence, c'est-à-dire qu'en réalité, l'amour peut engendrer la haine, et l'homme peut devenir pitoyable, mais aussi impitoyable. Et donc, il faut conjurer le retournement de la pitié dans son contraire. Donc, la pitié est à la fois naturelle et fragile, en quelque sorte. Il y a un effet naturel de la pitié, et puis il y a un risque que la société le dénature. Émile, ayant peu réfléchi sur les êtres sensibles, saura tard ce que c'est que souffrir et mourir. Les plaintes et les cris commenceront d'agir ses entrailles, l'aspect du sang qui coule lui fera détourner les yeux, les convulsions d'un animal expirant lui donneront je ne sais quelle angoisse, avant qu'il sache d'où lui viennent ces nouveaux mouvements. Donc d'abord, il y a une pitié physique, purement animale. C'est le fait justement que la souffrance nous repousse. Nous trouvons la souffrance repoussante. C'est le premier mouvement purement physique. L'aspect du sang qui coule nous fait détourner les yeux. Ce n'est pas encore la vraie pitié. La pitié, là aussi, c'est la conscience de cette souffrance. Et ce pur mouvement physique d'aversion, comme dit Rousseau, on l'a vu tout à l'heure, l'aversion. Il y a l'attraction et l'aversion. Ce pur mouvement physique d'aversion face à la souffrance n'est pas encore la pitié morale. Et pour que naisse la pitié, il faut autre chose. Il faut cette dimension de conscience de la souffrance humaine partagée. Je cite,
pour devenir sensible et pitoyable. Sensible et pitoyable. Pitoyable au XVIIIe siècle, ça a deux sens. C'est pas seulement l'objet de la pitié, c'est le sujet de la pitié. C'est-à-dire, pitoyable, ça veut dire celui qui ressent la pitié. De même qu'un homme impitoyable. Ça a gardé le même sens quand on dit d'un homme qu'il est impitoyable. Un homme impitoyable, ce n'est pas un homme dont on n'a pas pitié. C'est un homme qui n'a pas pitié des autres. Bien de même, là, le sens du mot pitoyable, il est subjectif, il n'est pas objectif. On appelle pitoyable ici l'homme qui a pitié. Donc, pour devenir sensible et pitoyable, il faut que l'enfant sache qu'il y a des êtres semblables à lui qui souffrent ce qu'il a souffert. Voyez ? Donc la pitié humaine, c'est la pitié réflexive. C'est la pitié qui a non seulement un mouvement individuel et purement physique d'aversion face à la souffrance, mais une conscience réfléchie de la souffrance partagée. Pour devenir sensible et pitoyable, il faut que l'enfant sache qu'il y a des êtres semblables à lui qui souffrent ce qu'il a souffert, qui sentent les douleurs qu'il a senties, et d'autres dont il doit avoir l'idée comme pouvant les sentir aussi. Vous voyez, donc il doit sentir que des hommes souffrent comme lui, et même il doit s'imaginer chez l'autre des souffrances que lui-même n'a pas ressenties. C'est ça la vraie pitié. Pouvoir s'imaginer des souffrances, même si on ne les a pas vécues soi-même. Je vous recite cette phrase qui est très importante. Il faut que l'enfant sache qu'il y a des êtres semblables à lui qui souffrent ce qu'il a souffert, qui sentent les douleurs qu'il a senties. Donc ça, je me dis, c'est l'enfant qui voit quelqu'un se cogner à la table où il s'est cogné. Donc il se dit, il doit avoir mal, parce que moi, j'ai eu mal. Donc lui aussi, ça doit faire mal. Mais il doit aussi aller plus loin. Et d'autres souffrances, donc, dont il doit avoir l'idée, lui, enfant, comme pouvant les sentir aussi. C'est-à-dire, il voit quelqu'un hurler, par exemple, même s'il lui-même ne s'est jamais brûlé, il se dit, oula, le feu doit être dangereux, il ne faut pas que je fasse pareil. En effet, dit Rousseau, comment nous laissons-nous émouvoir à la pitié, si ce n'est en nous transportant hors de nous et nous identifiant avec l'animal souffrant, en quittant, pour ainsi dire, notre être pour prendre le sien. En quittant, pour ainsi dire, notre être pour prendre le sien. Nous ne souffrons qu'autant que nous jugeons qu'il souffre. Ce n'est pas dans nous, c'est dans lui que nous souffrons. Et la dernière phrase est très forte aussi. Ainsi, nul ne devient sensible que quand son imagination s'anime et commence à le transporter hors de lui. Donc la sensibilité humaine n'est pas purement physique. Elle est réflexive, elle est mentale, elle est imaginative, elle est... Bon, aujourd'hui, on dirait peut-être empathique, mais ce n'est pas tout à fait de ça qu'il s'agit, puisque l'empathie est censée être justement une pure identification, alors que là, c'est une identification qui passe par une imagination, par une sorte de projection hors de nous et pas seulement en lui. Même s'il dit, ce n'est pas dans nous, c'est dans lui que nous souffrons. Bon. Et c'est dans le cadre de cette éducation à la pitié, donc, il faut... Dans le cadre de cette éducation à la pitié, il faut prendre conscience des souffrances humaines, de ce que Rousseau appelle dans une formule très importante, le triste tableau de l'humanité souffrante. Le triste tableau de l'humanité souffrante. Donc vous voyez en quoi cette expérience de la souffrance est au cœur de l'éducation. C'est un degré de plus dans l'accès du sentiment individuel à la raison politique, au sentiment commun. C'est un élément absolument central. C'est là que Rousseau rencontre quand même un problème. C'est que il faut, dit-il, il faut que les enfants prennent conscience des souffrances humaines. Mais on peut pas, on ne peut pas vouloir uniquement que l'enfant ait conscience de la souffrance. Il y a un risque qui est ici, il y a plusieurs risques, mais il y a un risque majeur qui est le risque de ne pas réfléchir aux causes de la souffrance et s'en tenir à une sorte de commisération générale. Il y a un risque, au fond, on pourrait dire aussi, justement de compassion généralisée, sans recherche
des causes de la souffrance et sans passage à ce que Rousseau va appeler, c'est la troisième étape, le problème de la justice. Ce risque, c'est donc le risque que, et c'est aussi évidemment un risque qu'on ne puisse plus sortir de la souffrance, qu'on ne puisse plus avoir des d'idées de bonheur ou de justice. Plus d'un lecteur me reprochera sans doute l'oubli de mes premières résolutions et du bonheur constant que j'avais promis à mon élève. Des malheureux, des mourants, des spectacles de douleur et de misère. Quel bonheur, quelle jouissance pour un jeune cœur qui naît à la vie. Son triste instituteur, donc c'est Rousseau lui-même, qui lui destinait une éducation si douce, ne le fait naître que pour souffrir. Voilà ce qu'on me dira. Que m'importe, j'ai promis de le rendre heureux, non de faire qu'il parût l'être. Est-ce ma faute si, toujours dupe de l'apparence, vous la prenez pour la réalité? Donc, quelle va être la réponse de Rousseau? Le problème, et c'est là que va apparaître la question de l'hôpital, à la charnière de ce deuxième et de ce troisième moment, le problème, ça n'est pas d'accumuler les souffrances, c'est de faire prendre conscience de la souffrance de manière à la dépasser, hein, et à en chercher la cause et à y répondre par la raison. À y répondre par la raison. Et c'est pourquoi il ne suffit pas de montrer les souffrances, et c'est ici qu'apparaît finalement la limite de l'expérience du soin, même si on voit bien que dans ce passage central, normalement pour Rousseau, dans toute éducation, il doit y avoir, chez tout enfant, on pourrait dire, est-ce qu'on le fait dans nos sociétés? Ce n'est pas du tout sûr. Hein. On devrait, dans chaque parcours éducatif, prévoir une expérience de la souffrance humaine, un apprentissage de la souffrance humaine. Mais sans les multiplier. C'est ici qu'apparaît la notion d'hôpital. Songez aussi, dit Rousseau, c'est un passage central, à mon avis, songez aussi qu'il y a partout quelque excès à craindre et que les passions immodérées font toujours plus de mal qu'on en veut éviter. Il ne s'agit pas de faire de votre élève un garde-malade, un frère de la charité. Toujours cette question de cette limite. Il ne s'agit pas de faire de votre élève un garde-malade, un frère de la charité, d'affliger ses regards par des objets continuels de douleur et de souffrance, de le promener d'infirme en infirme, d'hôpital en hôpital, et de la grève aux prisons. Il faut le toucher et non l'endurcir à l'aspect des misères humaines. Il faut le toucher et non pas l'endurcir à l'aspect des misères humaines. Longtemps frappé des mêmes spectacles, on n'en subit plus l'impression. L'habitude s'accoutume à tout. Ce qu'on voit trop, on ne l'imagine plus. Ce qu'on voit trop, on ne l'imagine plus. Donc il y a une sorte. Si vous en faites trop, il va être blasé. Hein. Ce qu'on voit trop, on ne l'imagine plus, et ce n'est que l'imagination qui nous fait sentir les maux d'autrui. C'est ainsi qu'à force de voir mourir et souffrir, les prêtres et les médecins deviennent impitoyables. À force de voir à force de voir souffrir et souffrir, les prêtres et les élèves et les médecins deviennent impitoyables. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'aller d'hôpital en hôpital. Sinon, précisément, il y a cet effet pervers d'accoutumance qui fait que, quel est le bon usage de la souffrance? Le bon usage de la souffrance, on pourrait dire de la philosophie à l'hôpital, ça n'est pas il n'est pas purement descriptif et quantitatif, au point que tout se vaudrait. Il doit nous amener à réfléchir. Et voilà ce que dit Rousseau dans cette page qui est très importante. J'aurais pu prendre juste cette page pour la commenter. Quelle est la réponse, contrairement à cet endurcissement paradoxal? Un peu de souffrance nous touche, beaucoup de souffrance nous endurcit. C'est ce que dit Rousseau ici. Quelle est la réponse? Je cite. « Que votre élève connaisse donc le sort de l'homme et les misères de ses semblables, mais qu'il n'en soit pas trop souvent le témoin. » Et la phrase suivante est très importante. « Un seul objet bien choisi et montré dans un jour convenable lui donnera pour un mois d'attendrissement et de réflexion. » Un seul objet bien choisi et montré dans un jour convenable lui donnera pour un mois d'attendrissement et de réflexion. Ce n'est pas tant ce qu'il voit que son retour sur ce qu'il a vu qui détermine le jugement qui l'emporte. Et la dernière phrase est importante aussi, je vais commenter. C'est ainsi qu'en ménageant les exemples, les leçons, les images, vous émousserez longtemps l'aiguillon de ses sens
et donnerait le change à la nature en suivant ses propres directions. Donc, quelle est la bonne éducation, la bonne philosophie du soin? La bonne éducation, elle doit naviguer entre deux extrêmes. Si vous ne voyez que le positif, vous mutilez l'expérience humaine. Et même, vous risquez de tomber dans ce négatif de la concurrence, de l'amour-propre, etc. Donc, il faut montrer la souffrance. Et si vous montrez trop de souffrance, vous allez tomber dans tous ces risques que je viens de résumer. Donc, la bonne éducation, selon Rousseau, consiste à se concentrer sur ce qu'on appellerait aujourd'hui des cas. Des cas bien choisis, certes douloureux, mais exemplaires en quelque sorte, et qui permettent, sur un seul exemple, et sans donner le... Et on retrouve la question de la dernière fois, si vous voulez aussi, les deux médecines de Platon. C'est-à-dire qu'un cas individuel vaut mieux qu'une multitude de cas anonymes. Si vous pouvez entrer dans toutes les dimensions d'un cas individuel de souffrance, vous apprendrez plus à votre élève qu'en le promenant indistinctement dans tous les couloirs de tous les hôpitaux du monde. Donc, un seul objet bien choisi et montré dans un jour convenable lui donnera pour un mois d'attendrissement et de réflexion. Notez bien les deux, attendrissement et réflexion. S'il n'y a que l'attendrissement, ça ne mène pas loin. S'il n'y a que la réflexion, ça ne mène pas loin non plus. Donc il faut assumer l'attendrissement. C'est un mot qui peut nous faire sourire, mais c'est justement un mot revendiqué par Rousseau. On a besoin de l'attendrissement, de la tendresse humaine, de la pitié, de l'amour, mais secondé par la réflexion, sinon l'attendrissement va se retourner en endurcissement. Il y a cette dialectique de l'attendrissement et de l'endurcissement, comme si le cœur humain était une pâte, avec une cuisson, plus ou moins tendre ou plus ou moins dure. Et vous devez régler la cuisson de la pâte humaine, quelque sorte. Vous devez régler la cuisson de la pâte humaine, qu'il ne faut pas la faire trop dure, mais il ne faut pas la faire trop tendre non plus. Et le problème de l'éducation, c'est celui-là. Et donc, il y a cette question qui est très, très importante de cette expérience avec cette... Donc, aujourd'hui, on retrouverait dans la question du cas clinique. Un texte de réflexion sur la médecine rencontre exactement cette même question. S'il est trop abstrait, s'il ne vous parle pas de cas, vous dites, mais si c'est une collection d'anecdotes, vous n'avez pas non plus le... Donc, Rousseau nous donne ici une méthode de réflexion sur la souffrance humaine et sur l'expérience de la maladie, comment en tirer des leçons générales et comment faire de la philosophie avec ça. De cette deuxième étape, arrive la troisième que je vais seulement résumer pour qu'on ait le temps de discuter quand même. Cette troisième étape, c'est la raison politique, la justice, ce que Rousseau va appeler l'amour du genre humain. Car le problème de la deuxième étape, c'est que elle ne nous donne pas précisément les manières de traiter des maux humains dans leur ensemble, d'entrer dans ce que Rousseau appelle l'ordre moral. Et le problème, c'est que, arrivé dans l'ordre moral, on doit justement, là, pour le coup, faire abstraction du sentiment. Il faut ici étendre l'amour-propre au genre humain. Étendre l'amour au genre humain. Et le problème, c'est que cette extension de l'amour au genre humain, c'était la page exacte, étendons l'amour-propre sur les autres êtres, nous le transformerons en vertu. Et plus loin, pour empêcher la pitié de dégénérer en faiblesse. C'est ça le point important. Pour empêcher la pitié de dégénérer en faiblesse, il faut donc la généraliser et l'étendre sur tout le genre humain. Alors on ne s'y livre qu'autant qu'elle est d'accord avec la justice, parce que de toutes les vertus, la justice est celle qui concourt le plus au bien commun des hommes. Mais il y a une contradiction. Enfin, il n'y a pas une contradiction, oui, il y a quand même une contradiction. C'est qu'en passant au genre humain, on est obligé de sacrifier un tel ou un tel. Voulons-nous donc qu'Émile aime la vérité? Voulons-nous qu'il la connaisse? Dans les affaires, tenons-le toujours loin de lui,
Plus ses soins seront consacrés au bonheur d'autrui, plus ils seront éclairés et sages, et moins il se trompera sur ce qui est bien ou mal. Mais ne souffrons jamais en lui, et ça c'est très important, hein, c'est là qu'on retrouve l'intérêt général, la Spartiate, hein, ne souffrons jamais en lui de préférences aveugles, fondées uniquement sur des acceptions de personnes ou sur d'injustes préventions. Et pourquoi nuirait-il à l'un pour servir l'autre? Pourquoi nuirait-il à l'un pour servir l'autre? Peu lui importe à qui tombe un plus grand bonheur en partage, pourvu qu'il concourt au plus grand bonheur de tous. C'est le premier intérêt du sage après l'intérêt privé, car chacun est parti de son espèce et non d'un autre individu. Donc le problème, c'est que vous voyez, on a franchi 3 étapes. Première étape, on étend autour de soi l'amour. Deuxième étape, l'expérience de la souffrance nous donne une expérience affective de l'espèce humaine. Et troisième étape, on étend la pitié au genre humain, elle devient justice. Et là, tout à coup, on est obligé de redevenir indifférent aux individus. Peu lui importe à qui tombe un plus grand bonheur en partage. Peu lui importe à qui tombe un plus grand bonheur en partage. C'est-à-dire, le législateur, là on est dans la figure qui va être celle du législateur, il dit voilà, je raisonne au nom de l'intérêt général. Je ne peux pas te soigner toi, je peux te soigner toi. C'est comme ça. C'est l'intérêt général. Et l'extension de la pitié au genre humain amène à une sorte de rationalisation de la pitié qui implique, au fond, une sorte de partage de ce qui ne peut pas être partagé en principe. C'est-à-dire cette compassion ou cette sollicitude. C'est-à-dire pourquoi est-ce que le politique ne peut pas raisonner en termes de sentiments? C'est justement parce qu'il doit passer au niveau de l'intérêt général. Seulement, le problème, c'est d'amener l'individu à accepter cette raison politique. Et tout le livre de Rousseau est d'une profondeur extrême, parce que justement, il vise à nous montrer que ma pitié même, sans devenir cruauté, hein, sans se renverser en impitoyable, l'homme rationnel, il n'est pas méchant, il est juste. Il est sorti de l'opposition de la bonté et de la méchanceté. Il est passé à la question de la justice. Et au fond, le problème, c'est ce conflit entre la bonté et la justice. Comment est-ce qu'on peut être à la fois bon et juste? Dans la mesure où le problème politique, c'est celui du bien de tous et non pas du bien de quelques-uns. Et non pas du bien de chacun même. Parce que le bien de tous, c'est pour Rousseau une étape supplémentaire qui peut contredire, au fond, les attentes de chacun. Tout en, voilà. C'est la contradiction de l'homme et du citoyen. Hein. Contradiction qu'encore une fois, il a essayé de dépasser, mais il ne faut surtout pas croire que pour lui, elle est entièrement dépassable. C'est-à-dire qu'en réalité, en pratique, l'homme complet, l'homme qui est à la fois homme et citoyen, il va être constamment déchiré. Mais le problème pour Rousseau, c'est de ne pas mélanger les rôles. C'est-à-dire que celui qui est politique, il est dans l'intérêt général. S'il commence à mêler son intérêt particulier, il est dans ce que Rousseau déjà appelle la corruption, c'est-à-dire il est corrompu. Hein, il va mettre des intérêts particuliers avant l'intérêt général. Et inversement, celui qui est un homme naturel, il doit aimer. Donc, il ne peut pas être cruel, etc. Mais on doit articuler en nous ces différentes facettes de l'homme. Et encore une fois, l'expérience de la souffrance humaine est ici cruciale. Et l'expérience de ma souffrance, hein, de mes besoins primitifs, et les autres viennent m'aider, et ça donne en moi un sentiment de bienveillance, mais ça peut se retourner en malveillance. Il y a l'expérience de la souffrance commune, et puis il y a l'expérience du malheur commun de l'humanité, finalement de la souffrance publique, on pourrait presque dire de la souffrance publique. Il y a la souffrance individuelle, il y a la souffrance sociale, commune, et puis il y a aussi le malheur public, et le malheur public impose l'intérêt général, et ce que la Révolution va appeler le salut public pour le meilleur et pour le pire. Je ne vais pas revenir ici sur la postérité du rousseauisme qui est profondément partagée, parce que Rousseau, c'est cet étrange auteur qui a engendré à la fois le romantisme et la Révolution. Et on voit bien, d'ailleurs, c'est les deux postérités. D'un côté, c'est la nouvelle Héloïse, c'est tout le roman sentimental du XIXe siècle. D'un autre côté, c'est
Robespierre, si vous voulez aller jusqu'au bout. Hein. Comment est-ce qu'on peut avoir engendré à la fois voilà, le romantisme et la terreur, en un certain sens? Ben, c'est parce que c'est les deux extrêmes de Rousseau, finalement. Lui-même, il a cherché à les concilier, mais aux deux limites, si vous voulez, il y a vraiment ces deux dimensions. C'est-à-dire l'homme de la compassion et l'homme de la loi. L'homme du sentiment individuel et l'homme de l'intérêt général. Et c'est le même homme, hein, c'est pour ça que Rousseau est si important dans l'histoire européenne, c'est le même homme qui a dit les deux, qui a publié en même temps, disons, La Nouvelle Héloïse et le Contrat social, en étant absolument conscient de ces contradictions. Parce que, comme vous savez, il disait « J'aime mieux un homme à paradoxe qu'un homme à préjugés ». Et donc, il vaut mieux avoir des contradictions que des préjugés. Bon, mais néanmoins, c'est effectivement extrêmement... Mais cette contradiction, encore une fois, on ne peut pas en sortir juste en disant c'est pas bien. Peut-être que le problème des postérités, c'est que les grands auteurs arrivent à tenir ensemble les choses, et puis après, les disciples, ils prennent des bouts. Donc vous avez des disciples purement romantiques et des disciples purement politiques. Lui, Rousseau, ce qu'il voulait, c'était concilier les deux. Et donc nous, notre problème, bizarrement, c'est quand même encore de concilier les deux. Donc voilà un peu pour ce texte. C'est un exemple de grand texte sur le soin, un peu caché dans un grand livre de philosophie, mais on peut lire entièrement sous le signe de ces contradictions du soin, non seulement dans son époque, mais encore aujourd'hui. Il nous reste peut-être 10 minutes à peu près pour la discussion. Pardon d'avoir été un peu long, mais c'est quand même un texte qui le mérite.